Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur School TV pour le grand JT de l'éducation. Tout de suite, voici votre sommaire. L'adolescence, c'est la période de tous les dangers, vous le savez. On se construit, on apprend à se découvrir et l'été, eh bien, le bien-être mental peut y prendre un petit coup. Mythe du corps parfait, solitude et troubles alimentaires. Comment rester vigilant et prendre soin de soi dès le plus jeune âge? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Coup de projecteur sur la 8e édition du prix UNICEF de littérature jeunesse. Plus de 22 000 enfants et jeunes ont voté pour leur livre préféré. Et vous le verrez, eh bien, les débats étaient au rendez-vous. C'est notre bon point du jour. Enfin, comme chaque vendredi, vous retrouverez Louisa Garotiard pour l'agenda de la semaine. Avec au menu la fête du cinéma, le festival des jardins. Vous allez voir, c'est assez atypique. Et du street art. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref. On ouvre ce tour de l'actualité et de l'éducation avec ce recadrage du monsieur éducation du Rassemblement national, Roger Chudeau. Il est député sortant du Loir-et-Cher et hier, sur le plateau de BFM TV, il a évoqué la question de la binationalité en donnant un exemple précis, celui de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Il dit, je cite, « Je pense que c'était une erreur et pas une bonne chose pour la République. Les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français, point final. » Pourquoi ? Eh bien parce que Najat Vallaud-Belkacem à la double nationalité franco-marocaine. Des propos qui résonnent comme un dérapage pour Emmanuel Macron qui a pris la parole hier soir pour dire qu'il était affligé, évidemment, par cette prise de position. Recadrage venu également de Marine Le Pen qui a décidé de prendre ses distances avec Roger Chudeau. Ce dernier a écrit sur X pour dire que ses propos n'engageaient pas son parti. Dans le reste de l'actualité, c'est le top départ ce lundi et ce mardi du brevet des collèges. Plus de 800 000 candidats vont plancher sur plusieurs épreuves. Le français, les maths, l'histoire géo, l'enseignement moral et physique, la science avec de la physique, des sciences et de la vie et de la terre et de la technologie. Et puis l'oral également qui a déjà débuté. On le sait que cette année, ce brevet sera le brevet de tous les dangers pour les plus jeunes puisque Gabriel Attal a annoncé il y a quelques mois qu'il n'y aurait plus d'harmonisation des notes dans le cadre des corrections. Cette session de brevet devrait donc refléter le niveau réel des élèves. Dans l'actualité également, la circulaire de rentrée 2024 vient d'être publiée avec ce mot d'ordre, ne laissez aucun élève au bord du chemin. 3 mots d'ordre dans cette circulaire. D'abord, la cohésion par la progression de chacun. Il faut réactiver l'école comme ascenseur scolaire et social, nous dit le ministère de l'Éducation nationale. Deuxième mot d'ordre, la cohésion par la lutte contre toutes les formes d'insinuation. Troisième mot d'ordre, la cohésion autour de l'école et de ses personnels. Et puis, le quatrième axe, c'est la cohésion sociale par l'avenir que prépare l'école, construire dès à présent l'école du futur. Des très belles mesures pour l'éducation nationale, mais une question demeure à quelques jours du premier tour de des élections législatives. Qui pour gérer la rentrée scolaire au ministère en septembre? Le suspense, il faut le dire, est à son comble. Réponse franchement dans quelques semaines. Et puis, un reportage pour terminer. Alors que les grandes vacances approchent, Canopé, le réseau de formation de l'éducation nationale, a organisé un événement inédit au Maïf Social Club à Paris, Prof en scène. C'est une journée dédiée à l'accompagnement des professeurs qui effectueront leur toute première rentrée scolaire en septembre prochain. Pierre-Yann Mazari est allé à leur rencontre. Des oreilles attentives, des prises de notes assidues, on se croirait presque dans une salle de classe. Tout au long de la journée, des professeurs en devenir ont pu se réunir lors de l'événement Prof en scène au Maïf Social Club à Paris. Un salon inédit où les futurs enseignants ont notamment échangé sur leurs attentes du métier. Avoir le point de vue de d'autres personnes qui sont passées par là aide forcément à nous enrichir et à savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut améliorer. Pourquoi je conseillerais de venir à ce genre d'événement? C'est tout simplement de s'établir des contacts en fait et de pouvoir parler, communiquer sur nos expériences et apprendre de l'expérience des autres. Pour ces nouveaux venus dans le monde de l'éducation, la première rentrée scolaire peut être parfois une source d'angoisse. C'est pourquoi le réseau Canopé, l'opérateur du ministère de l'Éducation nationale qui forme des instituteurs partout en France, a mis en place cette journée de rencontre. Prof en scène, c'est un événement qui a pour objectif de dire aux nouveaux enseignants qu'ils ne sont pas seuls quand ils démarrent leur métier, de leur donner des conseils très concrets, pratiques pour
trouver sa posture en débutant dans le métier et trouver aussi une communauté. Autre temps fort de cette journée, les témoignages de professeurs déjà en poste venus s'exprimer sur leur propre expérience du métier. On a besoin d'accompagnement dans ce métier. Rencontrer des pratiques pédagogiques différentes, ça nous aide à grandir en tant qu'enseignants. Avec ce premier salon, le réseau Canopé entend bien accompagner le mieux possible les jeunes professeurs. En 2023, l'organisme a formé plus de 240 000 personnels de l'enseignement. Voilà pour l'actualité du jour dans l'éducation. On va passer tout de suite à notre débat et à l'approche de l'été, les éternels mythes du corps parfait et des journées où tout va bien ressurgissent, comme souvent au détriment de la santé mentale de milliers d'adolescentes et d'adolescents mal dans leur peau et mal dans leur tête. Alors comment les aider et comment prendre soin de soi d'une manière saine? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. D'abord vous, Alexia Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach sportive et experte en alimentation. Et puis nous sommes à distance avec Pierre-Emmanuel Rosier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin pédopsychiatre et addictologue. La santé mentale, c'était la grande cause quinquennale, notamment lorsqu'il s'agit des adolescents. Pour commencer, Alexia Cornu, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des progrès sur toutes ces thématiques de la santé mentale, notamment des plus jeunes ? Je pense que oui, on en parle de plus en plus. Et puis par rapport aux réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait maintenant de sensibilisation sur le harcèlement aussi. Donc je pense quand même c'est des sujets qui sont plus amenés à être parlés à la fois, je pense, dans l'enseignement, mais aussi dans les familles, au sein des familles en elles-mêmes. Ouais. Donc le dialogue s'ouvre un petit peu sur ces thématiques-là. Pourtant, Pierre-Emmanuel Rosier demeure peut-être ce qui est le point noir quand on parle de la santé mentale des plus jeunes, c'est la question de l'addiction aux écrans. Les chiffres le montrent, ils passent de plus en plus, voire beaucoup trop de temps rivés sur les écrans. Alors là, il y a une petite erreur sémantique. C'est le problème chez les adolescents ou les enfants, c'est pas l'addiction aux écrans, c'est l'hyperexposition aux écrans. La question du temps volé qui passe devant les écrans. L'addiction, on sait aujourd'hui que sur le plan scientifique, on aurait 1,9% de la population qui aurait des critères qui peuvent permettre de parler d'addictions aux écrans, et on est en train de travailler dessus, notamment avec le projet écran, et je vous invite à pouvoir remplir le questionnaire CNRS sur lequel on travaille avec la ville de Pau et l'Université de Bordeaux. Le problème aujourd'hui, c'est massivement l'hyperexposition des plus jeunes, des adolescents, des jeunes adultes aux écrans qui sont omniprésents dans la société de 2024, qui n'était pas la société de 2017 pré-Covid, avec, là on voit Tenten, on voit les applications, on voit quand même le risque que ça fait encourir, ne serait-ce que par rapport à une sécurité des données. Donc c'est plutôt un phénomène d'hyperexposition massive des plus jeunes aux écrans qui est problématique plutôt qu'une addiction. On en parler. Quelle différence vous faites entre l'hyperexposition et l'addiction? Qu'est-ce que ça recoupe? Puisque naïvement, on peut penser que c'est la même chose. L'addiction, c'est plus fort que l'hyperexposition? En fait, l'hyperexposition, c'est que si vous buvez 4 bouteilles de vodka d'affilée, vous risquez de vous retrouver en réanimation. Mais c'est à cause de l'exposition à l'alcool, pas à cause d'une addiction. Donc, tout objet de gratification ou tout objet peut amener des conséquences qui ne sont pas forcément liées à une addiction. Donc, le problème aujourd'hui massif, c'est le fait qu'on ait des jeunes, des très jeunes, très vulnérables, qui puissent avoir recours à, que ce soit la pornographie ou le dark web, ou même les sites sur lesquels on peut tout trouver et pour lesquels les adolescents sont plus vulnérables. Donc ces éléments-là, ils sont liés à l'exposition, quel que soit l'objet de gratification, que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis ou l'alimentation, ou même les écrans. Après, addiction, c'est décrit, mais c'est une problématique médicale où le patient a perdu le contrôle, s'en rend compte, ce qu'on appelle le craving, le besoin irrépressible d'avoir un comportement alors qu'on ne le veut pas. C'est ça l'addiction, qui est un phénomène qu'on retrouve là avec l'étude à laquelle je vous enjoins encore de pouvoir tous participer, puisque ça nous permettra avec le CNRS d'avoir des données qualitatives, de répondre de façon objective à cette question qu'on se pose tous et quels sont les critères surtout pour le déterminer. Le problème aujourd'hui, essentiellement, c'est cette communication de masse, mais qui est aussi dans les usages, puisqu'il y a Pronote, Parcoursup, il y a les mails, il y a le texting, il y avait les tablettes à l'école. Enfin, il y a eu un mouvement pour lequel les pays du Nord reviennent en arrière, où nous, on se posait la question de cet hyper-usage. C'est plutôt ça le problème, même chez les adultes. C'est-à-dire que quand vous avez votre téléphone et que vous bossez toute la journée sur votre ordinateur, au final, quand on regarde le temps d'écran que vous passez, l'exposition aux écrans, elle est énorme. Pour nous aussi, en tant que médecins, vous aussi en tant que journaliste, les influenceurs aussi. Donc, c'est un phénomène global.
Oui, c'est vrai, on a toutes les alertes qui tombent en permanence et qui créent cette hyperexposition. Le danger, Alexia Cornu, vous qui connaissez bien tout ça, c'est que plus on va être exposé à des contenus sur les réseaux sociaux, plus on va être exposé à une certaine vision du monde, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, en politique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais sur la manière dont on peut s'en servir pour faire grimper des candidats sur TikTok, mais surtout sur la vision du corps, du rapport à l'autre. Ça, c'est des choses que vous voyez au quotidien, que vous pouvez quantifier un petit peu? Oui, totalement. Et je pense qu'en fait, c'est extrêmement important d'être vigilant. Alors, à la fois aux notifications, donc de ne pas hésiter à les désactiver pour ne pas être tout le temps sollicité. Je pense qu'on passe déjà beaucoup de temps à ouvrir ces applications-là sans être sollicité. Si en plus on est sollicité dès qu'on pose le téléphone, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et par rapport aussi aux personnes qu'on va suivre, je pense que c'est important de faire attention parce que avec les algorithmes, dès qu'on commence à suivre certains posts, qu'on commence à liker certaines publications, qu'on commence à faire des recherches, et bien après on va voir que le même type de contenu. Ce qui ensuite nous met un entonnoir sur notre vision et fait qu'on est tout le temps exposé aux mêmes choses. Et je le vois avec les jeunes femmes qui vont vouloir par exemple faire des exercices pour être un petit peu plus en forme et qui très vite peuvent se retrouver avec du contenu sur des régimes restrictifs, des choses très extrêmes, ou des influenceuses qui vont être extrêmement maigres et qui vont promouvoir des régimes très douteux, mauvais pour la santé. Et donc c'est là en fait où après ça peut être un engrenage, parce qu'à voir que des personnes très fines, très maigres, on a l'impression que ça devient la norme. Et puis quand on a son reflet dans le miroir, après on a l'impression qu'on est complètement hors norme. C'est le phénomène de bulle filtrante. On finit par ne voir le monde qu'à travers le prisme des algorithmes qui nous montrent toujours la même chose. Il y a peut-être un exemple qui est très intéressant, puisque en même temps qu'on peut dire que les algorithmes vont nous enfermer, vont nous donner une vision du monde, ils peuvent aussi être la source de la liberté de l'émancipation. Il y a un exemple très récent, c'est celui de Thibaut InShape, l'influenceur aux millions d'abonnés, premier youtubeur de France désormais, qui a fait récemment un post sur X, anciennement Twitter, en disant qu'est-ce qui vous empêche de faire du sport, d'aller à la salle, puisque c'est ce qu'il défend. Il défend un monde de la muscu, un monde du physique, de la culture physique, du sport, ce qui est bien, mais ce qui parfois relève aussi d'une forme d'addiction. Et depuis quelques jours, on voit sur X des personnes qui répondent, qui détaillent leur emploi du temps, qui montrent qu'en fait, dans un quotidien où on doit gérer une carrière professionnelle, où on doit gérer une vie de famille, où on doit gérer une vie sociale, et cette injonction au sport et au corps parfait, elle ne rentre pas en compte, quoi. Je pense que de toute façon, il y a une injonction au corps parfait. Je veux dire, tout le monde a un corps et on a tous des corps extrêmement différents. Donc, il faut arrêter d'essayer de rentrer dans certains critères parce qu'on a une morphologie de base qui vraiment dépend de comment on est composé à la naissance. Donc, après, je pense qu'il faut surtout chercher la santé physique, la santé mentale. Et c'est vrai que l'exercice, toutes les études le prouvent, ont un impact extrêmement positif sur la santé, à la fois physique et à la fois mentale, pour prévenir des maladies, mais aussi pour relâcher la pression, le stress, on l'a dit, vous en avez parlé quand vous avez commencé à faire la liste. Je peux ressentir l'anxiété des gens qui ont une charge mentale énorme. Je travaille énormément avec des femmes qui doivent gérer à la fois une vie de famille, une carrière, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit peu cette recherche on recherche la perfection, l'optimisation de son temps. On veut absolument être performant dans tous les domaines de sa vie. Et c'est là où en fait on peut faire une erreur parce que de vouloir en fait chercher la perfection partout, on se met encore une fois une pression de dingue. Donc je pense qu'il est totalement possible d'allier un mode de vie sain avec des contraintes, mais de peut-être se lâcher la grappe avec la recherche de perfection et de se dire ok, aujourd'hui je marche peut-être qu'une heure par jour, une fois par semaine, est-ce que je pourrais pas marcher 10-15 minutes en plus les autres jours en fait, et de voir comment est-ce qu'on peut augmenter son nombre de pas tous les jours, peut-être pas aller à la salle de sport tous les jours, mais peut-être qu'on peut faire 10 minutes de stretching le matin sur son tapis. Enfin, il y a des choses en fait qui sont faisables quand même sans avoir un emploi du temps qui soit non plus trop contraint par justement cette recherche de bonne santé. Pierre-Emmanuel Rosier, le médecin que vous êtes et qui côtoie des jeunes, puisque vous êtes pédopsychiatre, j'imagine, vous voyez cette influence de l'injonction à la muscu, ce qu'on appelle parfois sur Internet les go-muscu. C'est de plus en plus quand on côtoie des jeunes, j'en rencontre via mes activités professionnelles, quand on parle un peu de leur emploi du temps, les étudiants, voire les lycéens, ils racontent que la salle de sport prend une place primordiale, qu'il faut aller, si ce n'est tous les jours, assez régulièrement. En tant que médecin, est-ce que vous vous dites c'est bien, on est en train d'avoir une jeune génération qui va être en forme, ou est-ce que vous vous dites on est en train de former une génération de bigorexiques, puisque c'est le nom qu'on donne parfois à ces jeunes accros au sport et moins jeunes d'ailleurs? Alors, pas du tout. Là, on va reprendre parce que ma base de travail, moi, c'est l'addiction à l'exercice physique. C'est là-dessus que j'ai fait ma thèse de psychiatrie. L'addiction à l'exercice physique, c'est pas la bigorexie, parce que la bigorexie, c'est l'inverse de l'anorexie.
c'est les gens qui ne se voient jamais assez balèzes, là où l'anorexie ne se voit jamais assez maigre. Bigorexie, c'est l'association de troubles du comportement alimentaire avec un body dysmorphic disorder, un trouble de la vision du corps et une addiction à l'exercice physique secondaire. Par contre, existe authentiquement l'addiction à l'exercice physique qui est une addiction au même titre que l'addiction à l'héroïne, l'addiction au tabac, l'addiction au cannabis ou l'addiction au jeu d'argent. C'est une addiction comportementale qui est bien connue depuis les années 70, qui est bien décrite. Le mec qui fait des Ironman toute sa vie, qui fait du crossfit, qui fait de la muscu, qui perd le contrôle sur le reste de ses centres d'intérêt, qui va aller ne pas respecter des mesures d'hygiène ou des mesures de repos, qui va être de how much is too much, c'est une addiction comme les autres. Là-dedans, il y a des chiffres aussi qui sont très clairs de la HAS, de l'OMS, sur qu'est-ce qu'il faut faire comme activité physique par jour. Là, j'entendais 1 heure par jour, 10 000 pas, tout ça. C'est 150 à 300 minutes d'activité d'intensité modérée à élevée par semaine. Donc, on y est rapidement. Donc, là-dedans, la question qui était, est-ce que c'est inquiétant ? C'est inquiétant comme tous les phénomènes de mode qui vont pousser à caractériser la perfection ou une perfection par le corps. C'est très masculiniste, en plus, c'est des visions quand on veut, on peut. Pour le peu, il y a juste à se bouger le derrière. Le risque, c'est que là-dedans, mais c'est oublier qu'il y a des gens qui ont des vulnérabilités, qui ont moins de facilité à mettre en place ça et donner une image élitiste, eugéniste de la société où on doit tous avoir des abdos, un six-pack, savoir courir 20 km en moins d'une heure et demie, faire 200 burpees. C'est pas ça l'activité physique. L'activité physique, c'est quelque chose qui à la base est plaisant, permet de se faire du bien, mais quand on a perdu la sensation de se faire du bien et qu'on est dans une répétition pour se sentir mieux, mais là on entre dans des phénomènes addictifs. Donc l'ego muscu, ça existe depuis des années. Tout ce qui est du phénomène bodybuilding, c'est pas tout neuf. C'est de plus en plus mainstream. Il y a une image du corps de la femme, du corps de l'homme, que ce soit dans le trail, que ce soit dans l'Ironman, que ce soit dans le crossfit ou même dans la pratique, très portée par les réseaux sociaux, puisqu'on a vu quand même des sorties des Train Challenge où les jeunes Américains vont aller pendant 30 jours s'injecter de la trandolone, qui est un des pires stéroïdes anabolisants, donc un produit qui fait grossir les muscles très rapidement, qui tue les gens, parce qu'à la fin, on est hyper balèze, on a le cœur qui pète, avec des jeunes qui ont utilisé ces produits, qui étaient des produits qui étaient absolument inutilisés par même tous les bodybuilders depuis des années. Donc on voit des phénomènes comme ça de diffusion de pratiques. Alors vous parliez juste avant des pratiques qui sont diffusées dans les réseaux sociaux, de l'aspect enfermant, chambre d'écho de ces pratiques algorithmiques. On se retrouve avec des mauvaises recettes données à des personnes vulnérables qui vont très vite s'accrocher à ça parce que ils sont en difficulté, ils ont déjà des difficultés d'organisation, d'identification à l'autre, et là-dedans ils retrouvent quelque chose auquel ils s'accrochent, un modèle. Alors Thibaut, ça fait quelques années qu'il est sur YouTube, il y a quelques années qu'il fait des trucs qui sont pas forcément inintéressants, des trucs plutôt déconnants, mais avec une valorisation du mens sana in corpore sano, quoi, un esprit sain dans un corps sain. Sauf que ça, c'est des choses qu'on a vues dans l'histoire de l'humanité, pas forcément aux bons endroits. Alors c'est très actuel aussi, le fait de faire tout et d'y arriver, de ne pas être un feignant ou d'être volontaire. C'est dangereux aussi parce que des phénomènes massifs qui peuvent toucher les plus jeunes avec un biais d'identification. Donc oui, c'est un phénomène qu'on voit récemment, mais on a vu le poppers aussi il y a quelques temps, on voit le chemsex aussi arriver, on voit les IST, enfin les infections sexuellement transmissibles qui montent aussi parce que les jeunes oublient de se protéger. Donc on voit des phénomènes aussi comme ça qui peuvent être assez inquiétants. Mais il ne faut pas non plus être un vieux con. Le but, c'est de aussi comprendre que l'adolescence et que c'est des phénomènes d'identification. Et puis on a été nous aussi adolescents, on a aussi fait des trucs qui défrisaient nos parents ou les adultes, pourtant on est arrivé du bruit. Est-ce que ça ne dénote pas, Pierre-Emmanuel Rosier, d'une forme, je vais peut-être me faire philosophe et vous allez me dire que je vais trop loin, mais d'une espèce de quête de longévité, c'est-à-dire qu'en voulant contrôler son corps, ce qu'on mange, comment on s'alimente, ce qu'on boit, derrière il y a l'idée de repousser la mort, puisque si on fait du sport, finalement on sera sans doute avec une espérance de vie plus longue. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui se cache derrière le corps parfait ? Si, c'est ce qui est vendu comme ça, mais ce qu'on sait, c'est que si on veut avoir une longévité, il vaut mieux ménager sa monture.
C'est-à-dire que le sport à outrance très tôt, quand on n'a pas fini sa croissance, ça peut avoir un impact aussi. Le crossfit, ça fait des corps monstrueux et extrêmement performants, mais qui pètent assez fréquemment à la suite parce qu'il n'y a pas de stretching, parce qu'il n'y a pas de repos. La longévité, ça se fait dans la modération. Tous ceux qui sont arrivés à 95-96 ans avec des corps en bonne condition, ce n'est pas ceux qui étaient dans les excès la plupart du temps. Donc le discours, moi je suis plutôt dans un discours de modération, de réduction des risques et des dommages, quelle que soit l'activité. Tout peut être source de plaisir, hein, mais là-dedans, il faut savoir aussi, comme pour tout, se modérer dans l'usage. Pour le sport, pour l'alimentation, pour l'activité sexuelle, pour la course, la conduite automobile. Donc on n'ira peut-être pas jusqu'au no sport de Churchill, mais on entend cette question de la modération qui vaut dans plein de pans de la vie. Alexia Cornu, l'été arrive, on le voit, il commence à faire un petit peu chaud, ça fait du bien, mais avec l'été, il y a son lot de, disons, visions du monde diffusées sur les réseaux sociaux, le voyage parfait, le corps parfait, les amis parfaits parfois, les fêtes parfaites. L'été, c'est peut-être parfois le moment où on se sent le plus en décalage avec cette perfection affichée. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Est-ce que c'est le moment peut-être de mettre son Instagram et compagnie de côté, histoire de moins voir ce qui se passe et de profiter des gens? Ça fait un peu vieux con, comme disait le docteur il y a quelques instants, mais c'est peut-être une clé du bonheur. De la modération, enfin, je pense que voilà, le docteur l'a très bien précisé, mais oui, effectivement, ça peut être intéressant de prendre un petit peu de recul aussi là-dessus. Après, ça dépend si on passe ou pas l'été avec ses amis, parce qu'on sait à quel point, surtout chez les ados, c'est important quand même le cercle social. Pour ceux qui partent en vacances avec voilà, les parents, des fois on est loin des amis, donc les réseaux sociaux c'est aussi un moyen de partager ce qu'on est en train de faire, de poster ses photos, d'échanger. Donc si ça, en fait c'est juste de se poser la question, est-ce que ça fait du bien ou pas? Et si c'est quelque chose qui me permet de me sentir bien, dans ce cas-là je vois pas pourquoi ralentir, si c'est dans la mesure du raisonnable bien évidemment. Après en revanche c'est vrai que si on est en permanence sur les réseaux sociaux et que ça nous empêche de profiter de ce qu'on est en train de vivre, qu'on passe plus de temps à essayer de prendre des photos qu'à regarder ce qu'on a en face de nous, qu'on ne sorte pas la tête de l'écran et qu'on passe complètement à côté des potentielles rencontres qu'on peut faire aussi pendant l'été, etc. Bon, c'est un petit peu dommage parce que finalement, en fait, on passe à côté du temps aussi. Et pour être parti avec des gens qui sont très Instagram pendant leurs vacances, il y a peut-être une chose qui m'a marqué à chaque fois, c'est le mensonge permanent sur ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je regardais les stories qui étaient publiées des journées que je faisais, je me disais ma journée n'a pas été aussi cool. La personne en question que je salue, dont je tairai le nom, se levait très tard, tandis que moi j'avais le sentiment de beaucoup plus profiter. Et publier, fallait la prendre en photo en permanence. Il y a peut-être ça aussi qu'il faut rappeler aux gens qui nous regardent, c'est qu'en fait le quotidien sur les réseaux sociaux, c'est ce double numérique, ça n'a rien à voir avec la réalité. Oui, exactement. De toute façon, on ne va pas poster quand on n'est pas bien. Alors c'est bien parce que de plus en plus d'influenceurs justement qui parlent beaucoup de santé mentale le font aussi. Il y a des jeunes mamans ou voilà, des jeunes femmes aussi qui postent de plus en plus sur leur acné, qui postent de plus en plus sur les montagnes russes émotionnelles avec le cycle féminin. On sait, voilà, c'est pas toujours, on n'est pas toujours au top de sa forme. Et donc c'est bien aussi que voilà, on montre un petit peu l'envers du décor. Mais après, on ne peut pas non plus blâmer des personnes de ne pas vouloir montrer trop l'envers du décor et de vouloir montrer quand ça va bien, quand c'est joli, etc. Donc c'est juste de faire la part des choses, de se dire que ce qui est posté n'est pas la vraie vie. On peut poster des photos idéales de sa journée et en fait avoir passé une journée où on n'était pas bien. Donc prendre aussi beaucoup de recul par rapport à ça et de se dire ok, la photo est jolie, ça a l'air chouette. Maintenant, on n'est jamais dans la tête et dans la vie des gens. On ne sait jamais ce qui se passe réellement chez eux. Donc d'arrêter de prendre une photo, de la regarder avec son propre filtre et de se faire une histoire qui n'est pas la réalité. Il y avait d'ailleurs une influenceuse dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui faisait ça. Elle montrait les photos un peu parfaites et elle montrait l'envers du décor, comment elle s'était courbée pour avoir la ligne parfaite. Donc c'est assez intéressant aussi parfois les influenceurs qui se livrent à ce jeu de transparence, même si in fine vouloir être transparent sur ce sujet, c'est aussi contribuer à développer, enfin c'est toujours le service, on cherche l'attention à travers ça, mais c'est peut-être une bonne manière d'avoir l'attention. En tout cas, oui, de mentionner qu'effectivement il y a certaines poses qui rendent la silhouette plus jolie et que du coup certains vêtements aussi, on voit bien certaines sportives qui vont mettre des leggings hyper galbants et puis en fait dès qu'elles baissent un peu le legging on voit tout de suite le ventre qui ressort, etc. Et de se dire bah oui en fait tout le monde a aussi une peau et que la peau n'est pas toujours tendue, parfaite, etc. Donc je pense que c'est quand même de mieux en mieux. Enfin moi je suis toujours assez optimiste en général quand même. Je trouve que c'est de mieux en mieux, on est plus sensibilisé à ça, les gens se rendent compte que voilà Instagram c'est pas la vraie vie
et que du coup, faut essayer de prendre du recul par rapport à ça et que chacun vive aussi sa vraie vie et un peu moins à travers l'écran. Pierre-Emmanuel Rosier, l'été, est-ce que c'est une période un peu particulière pour les jeunes, les moins jeunes, mais on parle ici des jeunes, qui auraient des troubles alimentaires, du comportement, puisque en période scolaire, disons qu'ils sont dans un quotidien fait de vie sociale, au collège, au lycée, où ils voient des gens, où il y a une certaine forme de routine, et d'un seul coup l'été, on se retrouve parfois seul face à ses démons, on a moins de quotidien structuré. C'est un moment toujours particulier pour ces jeunes qui sont en souffrance. C'est un moment qui a moins d'impact vu que la scolarité est moins présente, on a moins de tout ce qui va être lié au harcèlement, ce qui va être lié à des pressions liées à une anxiété de performance ou à des refus scolaires anxieux. Par contre, l'été, c'est la période de tous les dangers, notamment sur le plan des alcoolisations ponctuelles, sur le plan de la sexualité, sur le plan de l'accidentologie de la route, parce que je vous rappelle qu'en scooter, on roule avec le casque, surtout quand on a consommé de l'alcool. L'été a une autre typologie de présentation des troubles psychiatriques, un peu moindre, surtout sur les centres urbains. Il y a plus de présentations sur les centres de vacances, les lieux de villégiature. Après, les problématiques, en parlait la collègue Alexia, on a quand même une problématique aussi de cette vision de cette vie parfaite, de ces instants passés par Instagram ou par TikTok, avec un ennui qui avant était bien, c'était une bonne chose de s'ennuyer l'été sur la plage. Maintenant, ils sont quand même aussi avec leur temps de cerveau qui est pris en permanence par ce cortège de données, d'informations, de visions parfaites, pas parfaites, intéressantes, pas intéressantes. Mais c'est vrai que moi je vous rejoins, l'été c'est fait pour être en rapport avec la nature, en rapport avec sa famille, prendre ce temps qu'on n'a pas de scolarité pour être chez soi ou pour faire des choses qui sont celles qu'on ne fait pas habituellement. Et c'est vrai qu'on voit actuellement un phénomène où ce qui se fait le reste de l'année se fait aussi l'été, avec pas de déconnexion. Donc moi, ce que je conseille souvent aux parents, c'est d'emmener leurs enfants ou leurs ados en Lozère ou un endroit où il n'y a pas de couverture réseau. On en trouve encore. Comme ça, de fait, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas. Donc on peut faire autre chose. Pour aussi essayer de repasser du temps en famille, pour repasser du temps à faire d'autres choses, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on aimerait faire au travers de l'écran. Ça permet de se positionner aussi sur ses usages. L'été, c'est une période charnière aussi dans la vie de l'adolescent, puisque c'est une période de rencontre, comme vous le disiez précédemment, c'est une période de découverte. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question oui, c'est sur clair, les risques. Et j'ai peut-être une question subsidiaire qui me vient en vous écoutant. Vous parliez de la saturation d'informations. On parle parfois du phénomène d'infobésité, sur le fait de recevoir beaucoup d'informations de partout, de plein de sources. Aujourd'hui, on se rend compte avec ses propres usages qu'on a un certain nombre de savoirs inutiles qui se profilent. Les réseaux sociaux sont en train de changer. Il y a eu une enquête il y a quelques semaines, quelques mois du New York Times qui pointait du doigt la prolifération de contenus vidéo, notamment sur X, mais sur TikTok évidemment. Contenu vidéo addictif qui crée un certain nombre de récompenses dans le cerveau. Est-ce que vous savez si le cerveau humain il est fait pour attirer et pour avoir autant d'informations, ou est-ce qu'on peut risquer, je vais aller peut-être un peu loin, mais d'avoir une espèce de burn-out informationnel qui n'est pas en lien avec le travail, mais qui est juste en lien avec le fait qu'on est aujourd'hui saturé de partout, de beaucoup d'informations? Absolument, je renvoie aux travaux du collectif d'experts qui était présidé par Amine Benyamina, qui a rendu un rapport il y a peu de temps. C'est des données qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Les vendeurs de machin, ils veulent vendre du machin. Donc plus ils ont perturbé votre cerveau, plus ils vont mettre d'éléments qui vont faciliter l'accès à vos données, vendre vos données personnelles. Parce qu'en permanence, quand on met des données personnelles, c'est vendu à la découpe pour avoir un usage commercial. Donc effectivement, cette infobésité, cet over-usage, ça a un impact sur le cerveau. On est en train de le mesurer par rapport au smartphone, comme c'est d'apparition assez récente, et que ce phénomène d'hyper-exposition massive des plus jeunes, des adolescents, avec des éléments qu'on connaît que depuis très peu de temps. Je vous renvoie à la série Arte Dopamine, qui est très très bien faite sur les réseaux sociaux et les différents éléments de sciences cognitives qui sont dedans pour vous faire, pour avoir la main dans votre portefeuille plus facilement.
quel que soit l'endroit, c'est une réalité que ce sont des produits mercantiles. Quoi qu'on en dise, c'est un outil hyper utile, on l'a tous vu parce qu'on est des enfants de la télé, de l'apparition des ordinateurs, du smartphone, donc on a vu cette évolution-là qui est géniale pour nous, mais le problème c'est que la génération qui est née, la digital native, mais se retrouve avec quelque chose, il n'y a pas le mode d'emploi, ou les parents n'ont pas le mode d'emploi, ils ne s'intéressent pas forcément, et ils se retrouvent à avoir des usages expérimentaux pour lesquels ils sont, ce qu'on dit souvent, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Quand il y a des bêtas, c'est parce qu'ils sont en train de finaliser ce qu'on n'aurait pas accepté il y a 20 ans. On n'aurait pas accepté d'avoir des produits pourraves pour les tester, pour après qu'ils soient payants. Donc il y a là-dedans tout un phénomène mercantile, américain et chinois, quand même, on les connaît depuis un certain temps pour pouvoir essayer de vendre le maximum de trucs. Donc c'est une réalité, oui. Le temps de cerveau disponible dont on parlait déjà dans les années 90, si je ne m'abuse, sur TF1. Alexia Cornu, en guise de conclusion, c'est quoi vos conseils ou votre conseil principal pour un été réussi sur ces plans-là de confiance, de bien-être? Qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter de cet été qui sera peut-être pas chaud, mais qui sera en tout cas enjoué, espérons-le? Oui, et puis il y a quand même les JO en France, donc ce sera une grande fête, quoi qu'il arrive, du sport, je pense. Voir. Oui, non, c'est sûr. Du sport, oui. Ce sera la fête du sport et je pense qu'une fois que ce sera là, tout le monde sera très heureux de le vivre, c'est évident. Ce que je recommanderais pour moi, ce serait d'essayer justement de sortir un petit peu la tête des écrans et d'utiliser des outils comme du journaling par exemple, qui peut être super chouette à faire. Alors de quoi s'agit-il? Donc c'est d'avoir en fait des petits cahiers et de passer du temps à écrire. Donc par exemple le matin quand on se réveille, de se dire voilà, aujourd'hui est-ce que j'ai envie de faire un truc, d'aller quelque part, de faire un truc avant la fin de ma journée, mais que ce soit plus orienté, pas non performance, productivité, mais que ce soit plus orienté pour me faire du bien, pour me faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rencontrer une nouvelle personne aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'aller à la plage à pied? Est-ce que j'ai envie de faire un jeu avec mes sœurs, mes parents? Enfin voilà. Et d'essayer de faire un maximum d'activités en nature. Je pense que dès qu'on y est, on se rend compte à quel point c'est ressourçant. Moi qui passe énormément de temps sur les écrans, les réseaux, j'essaye pendant mes vacances d'aller dans le désert ou d'aller dans des lieux où en fait il n'y a pas de connexion. Et, vous ne pourrez pas suivre les JO dans le désert. Hein. Je serai à Paris pendant les JO, je vous assure. Mais par contre, se rendre dehors, évidemment, d'être dans des endroits où il n'y a pas de connexion, tout simplement, profiter et puis dans la nature. Je pense que ça reste la base. Et ben voilà, merci beaucoup Alexia Cornu, coach sportive et experte en alimentation. Merci Pierre-Emmanuel Rosier, médecin pédopsychiatre addictologue. On rappelle que vous lancez une étude, on va afficher le QR code sur l'écran pour toutes celles et tous ceux qui veulent participer. En 2 mots, puisqu'on est vraiment à la fin, est-ce que vous pouvez nous dire et nous rappeler en quoi consiste cette étude ? C'est une recherche menée par le CNRS, l'Université de Bordeaux, mon hôpital et la ville de Pau sur l'exposition aux écrans, l'addiction aux écrans, qui va permettre d'identifier au niveau international les critères de validation de l'addiction aux écrans. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci docteur d'être venu à distance sur ce plateau. Tout de suite, on marque une courte page de pub et on revient pour la suite de votre grand JT. À tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation, j'accueille Anaïs Justin, chargée de formation et de sensibilisation pour le prix UNICEF Littérature Jeunesse 2024. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce prix UNICEF de littérature jeunesse? Oui, bien sûr. Donc le prix UNICEF de littérature jeunesse, c'est un projet de sensibilisation aux droits de l'enfant par la lecture. Peut-être pour contextualiser, l'UNICEF France, une de ses missions en France, c'est de sensibiliser, de faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour ça, on déploie différentes ressources pédagogiques qu'on distribue librement aux acteurs éducatifs, qu'on fait connaître par nos bénévoles aussi. Mais on a aussi des projets un peu spécifiques, comme ce prix UNICEF de littérature jeunesse. Donc c'est un projet annuel dans lequel les enfants ont pour objectif de voter pour leur livre préféré parmi une sélection d'ouvrages thématisés autour des droits de l'enfant. Donc la thématique change chaque année et ce projet-là existe depuis 2016. Donc ça concerne les enfants de 3 à 15 ans. Et qui peuvent participer librement sur toute l'année scolaire. C'est des livres 100% français francophones ou il y a des livres de l'international? Comment c'est organisé? Oui, alors c'est des livres effectivement francophones. Il y en a certains qui sont traduits, donc l'important c'est qu'ils soient distribués en France, adaptés en français. Mais voilà,
surtout francophones. Ouais. Alors la pauvreté, c'est une question qui touche beaucoup. À la rentrée scolaire, on avait au moins 1990 enfants sans solution d'hébergement à la suite de leur demande de leur famille au 115. Comment la littérature, elle aide justement à aborder ces thématiques des droits de l'enfant? Oui, alors effectivement, le prix littéraire, il a pour vocation d'aborder ces thématiques-là un peu plus sensibles, et notamment en 2024, la thématique phare était celle de la pauvreté, des inégalités sociales. On a pu aborder à travers les ouvrages des enjeux et des personnages qui vivaient ces situations de pauvreté, de migration parfois, et donc ça permettait aux enfants de prendre conscience de ces notions-là, parfois des réalités qui sont loin des leurs, mais parfois aussi des réalités qui sont très proches des leurs, puisqu'il y a un enfant sur 5 en France aujourd'hui qui vit encore sous le seuil de pauvreté. Néanmoins, du coup, on a pu voir pas mal d'éveil en tout cas les acteurs éducatifs nous témoignaient de l'impact que ça avait sur les enfants. Notamment, on a eu un livre qui s'appelle Le Manteau, qui est publié chez Gallimard, de Séverine Vidal et Louis Thomas, qui témoignait du parcours d'une petite fille qui donnait son manteau à une autre enfant à la rue. Et du coup, les enfants ont beaucoup fait preuve d'envie de solidarité et de gestes de dons suite à la lecture de cet ouvrage-là. Alors il y a 16 livres qui sont sélectionnés, 4 livres par catégorie d'âge. Comment ça se passe un peu cette sélection? Oui, alors c'est un processus effectivement qui est en amont du moment où les enfants eux-mêmes vont lire et voter pour leur livre préféré. On fait appel d'abord aux maisons d'édition en leur demandant des propositions d'ouvrages récents sur la thématique qu'on a choisie pour l'année. Donc là en l'occurrence c'était sur la pauvreté, l'année prochaine ce sera sur le changement climatique. Et ensuite les maisons d'édition nous envoient ces ouvrages, on fait un premier tri au sein de l'UNICEF, puis on fait appel à des enfants et des jeunes eux-mêmes, mais aussi à des professionnels en littérature jeunesse, en éducation, pour avoir un œil à la fois sur le plaisir de lecture des enfants, mais aussi sur ce que ça va apporter d'un point de vue pédagogique. 22 000 enfants ont voté pour leur livre préféré. C'est quoi les critères de sélection? C'est ouvert à tous? C'est des classes qui s'inscrivent? C'est un projet scolaire? Comment vous mobilisez un peu ces enfants? Oui, alors les enfants, effectivement, on les mobilise par différents biais. Ce sont principalement les adultes qui les inscrivent. Donc il y a beaucoup d'acteurs éducatifs, beaucoup de villes aussi, de collectivités, via les médiathèques, les centres de loisirs qui participent. Et donc les enfants peuvent participer avec leur classe. Donc ce sont plutôt les acteurs éducatifs qui se chargent de l'achat des livres, de la médiation. Et ensuite, ils peuvent effectivement découvrir les livres comme ça. On imagine que c'est, je ne sais pas si c'est le cas, mais un des prix littéraires où on vote le plus, 22 000 membres du jury, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, alors je pense qu'il y a des prix, même jeunesse, qui ont plus de chiffres, effectivement, mais on va chercher là aussi des thématiques un peu spécifiques. Donc on peut comprendre que parfois cet angle de la pauvreté, où on a pu traiter par exemple la santé mentale, etc. Donc c'est pas toujours le plus simple à saisir pour les acteurs éducatifs, mais on est effectivement très fiers d'avoir passé depuis 2 ans maintenant la barre des 20 000 participants, puisque ce projet existe depuis 2016, il avait commencé avec quelques centaines d'enfants et maintenant on est très content du nombre. Et qu'est-ce que ça apporte pour les jeunes justement, pour ces enfants, ces lectures? Ça crée, on imagine, des discussions dans la classe? Ça permet aussi de prendre conscience de certaines situations difficiles? Oui, tout à fait. En fait, ça peut faire écho à différents niveaux. Il y a des enfants qui peuvent être très touchés dans leur intimité. Par exemple, on avait fait une sélection sur le thème de la famille et on peut voir sur les bulletins de vote les mots des enfants, la raison de leur choix. Et donc, par exemple, un enfant avait témoigné de l'envie de voter pour un livre en particulier qui s'appelait Mon premier demi-frère, parce que ça évoquait une situation de famille séparée dans laquelle il se reconnaissait lui-même. Donc il y a déjà cet écho avec l'intimité, mais il y a aussi parfois la découverte de choses importantes, toujours sur cette thématique de la famille. Un enfant avait écrit sur le bulletin de vote maintenant je sais qu'on peut appeler le 119 en cas de difficulté, si quelqu'un nous fait du mal. Et donc on était assez impressionnés de voir ça comme raison de son choix, puisque ça marquait aussi une capacité à l'action, si besoin, s'il voyait ses droits non respectés. Alors vous le disiez, c'est la 8e édition de ce prix UNICEF de littérature jeunesse. On a déjà le palmarès ou ça arrive bientôt? Oui, alors on a le palmarès effectivement de l'édition sur le thème de la pauvreté. Donc on a les 4 livres lauréats. Je ne sais pas si je vous fais la... Avec plaisir, allez-y, ça va donner envie. Dans la catégorie 3-5 ans, on a Le Petit cœur de Dina, un ouvrage qui raconte l'histoire d'une petite grenouille, mais qui symbolise une enfant qui vit à la rue et donc qui vit des difficultés en arrivant en France pour accéder à l'éducation, à la nutrition, etc. On a dans la catégorie 6-8 ans l'ouvrage Le Manteau que j'avais évoqué, qui est un livre sur le don d'une petite fille à une autre et un geste de solidarité. Catégorie 9-12 ans, nous avons un album très beau qui s'appelle La trompette de Louis, qui raconte le parcours de Louis Armstrong, donc le célèbre jazzman, et qui montre surtout comment il est passé d'une situation de précarité, de discrimination à la figure qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, dans la dernière catégorie 13-15 ans, on a un roman qui s'appelle Ghost, et qui est un roman d'un auteur américain au départ sur un jeune en situation de précarité afro-américain qui essaie de s'en sortir à travers le sport.
Il y a quelque chose de touchant, j'imagine, pour les auteurs et les autrices, de voir à quel point leurs livres peuvent impacter les jeunes qui les lisent. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs organisé la remise des prix la semaine dernière en présence surtout des autrices et illustratrices de cette édition qui ont pu notamment rencontrer 2 jeunes, donc César et Maëlle, qui ont 8 ans et qui ont discuté avec elles et qui ont porté un peu la voix des différents enfants qui avaient voté, donc le lourd poids des 22 000 enfants qui ont voté cette année. Donc effectivement, pour eux, c'est une marque de reconnaissance et puis je pense que ça passe beaucoup par ces petits mots des enfants. On se rend mieux compte de ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant qui lit le livre en découvrant ça. La lecture, ça reste un réflexe facile pour les enfants ou à l'heure où on parle quand même des écrans, de leur omniprésence, qu'on se questionne sur le fait de les limiter, les interdire pour les plus jeunes, qu'on veut créer peut-être une majorité numérique. C'est un geste qui se perd, cette lecture. Alors c'est difficile à percevoir à travers ce projet du prix littéraire. Peut-être on voit quand même quelque chose autour de l'âge, c'est-à-dire que les plus gros participants du projet, ce sont les catégories 3-5 ans et 6-8 ans, où on a généralement autour de 8 000, 10 000 participants. 9-12 ans un peu moins et 13-15 ans, il y a très peu de participants parce que ça implique plus d'autonomie aussi sur la lecture. On ne peut pas forcément lire en classe les livres. Et puis parce qu'on sent effectivement que soit ça devient des gros lecteurs, soit ils perdent peut-être un peu cet aspect de proximité avec la lecture. Pour les enseignantes et enseignants qui nous regardent, qui se disent, bah tiens, si j'inscrivais mes élèves, ma classe, comment ça fonctionne, quelle est la démarche à suivre? Ouais, alors pour participer à la prochaine édition, donc l'édition 2025, c'est lancé depuis début juin, en même temps qu'on a clôturé l'édition 2024. Donc il suffit de s'inscrire sur la plateforme myunicef.fr où il y a toutes les informations, la sélection. On fournit aussi des outils pédagogiques qui accompagnent la lecture et on fournit aussi des livres en audio-description pour les catégories 3-5 ans et 6-8 ans pour les enfants aveugles et malvoyants afin qu'ils aient accès aussi aux livres et notamment aussi à l'aspect des illustrations qui échappent à une simple lecture où on va aller chercher la description de tout ça. Donc à partir de maintenant, il est possible de s'inscrire sur myunicef. Le projet court jusqu'à fin avril 2024, donc les votes se clôturent, fin avril 2025. Les votes se clôturent à ce moment-là et les lauréats seront révélés en juin 2025. Merci beaucoup Anaïs Justin, chargée de formation et de sensibilisation du prix UNICEF de littérature jeunesse 2024. Je rappelle qu'il est parrainé par Eric Orsena, 8e édition, donc le palmarès, vous le retrouvez en ligne. 22 000 enfants et jeunes de 3 à 15 ans se sont exprimés en votant. Merci pour ce beau projet. Merci à vous. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique, Louisa. Bonjour à toutes et tous. Au programme ce week-end, c'est la fête du cinéma qui débute ce dimanche 30 juin et ceci jusqu'au mercredi 3 juillet dans toute la France. Et les places seront au tarif unique de 5 €, sauf pour les séances en 3D, 4DX ou en IMAX, auxquelles il faudra ajouter le supplément habituel. Durant ces 4 jours, vous pourrez profiter des émotions du grand écran en découvrant la variété de films à l'affiche, comme le dessin animé Vice Versa 2, le Comte de Monte Cristo, joué par Pierre Ninet, un petit truc en plus, réalisé par l'humoriste Artus, et j'en passe, mais il y aura aussi une sélection de films familiaux, l'occasion de cultiver l'imaginaire des enfants et de partager un beau moment culturel. Pour Histoire, créé en 1985 par le ministère de la Culture et la profession du cinéma, dont la Fédération nationale des cinémas français, l'événement fut pensé afin d'offrir au grand nombre l'opportunité de voir le plus de films possible. Chaque année, la fête du cinéma attire près de 3 millions de téléspectateurs et pour sa 39e édition, vous pouvez retrouver la programmation près de chez vous dans votre cinéma préféré. Et on regarde tout de suite un petit extrait du teaser. C'est toi, Ludo? Attention, c'est frappe! C'était devant, je suis désolé. C'était à ma grand-mère. Oh non. Mais non, je plaisante. Enchantée, Claire. Je suis trop contente d'être rentrée à Paris. C'est juste que j'ai un voisin un peu bizarre. Il est un peu maladroit, mais il est super craquant. Attends 2 secondes, Chloé. Il y a quelqu'un qui sonne. It's a story that's all too well known. You tell your friends you're better off alone. But in time, you leave that behind. Cause love has a mind. Ah bah c'est pas trop tôt. Hein? Bah, vous êtes qui, vous? Nous on est des spectateurs de votre bande-annonce. Je peux rien. Ah non, mais attendez, ça a l'air super votre film. Oui, carrément. Hein. Mais allez-y, continuez, faites comme si on n'était pas là. T'es prêt? Oui. Oh, ils sont trop mignons. Non, là, franchement... Vos émotions sur grand écran avec la fête du cinéma. Du 30 juin au 3 juillet, 5 € la séance. Et
une fois sorti du cinéma, vous pourrez prendre l'air puisque ce vendredi 28 juin, c'est le lancement de la 8e édition du festival Jardin ouvert qui aura lieu en Île-de-France jusqu'au dimanche 25 août. Créé en 2017 par la région Île-de-France dans le cadre de l'opération estivale Mon été, ma région, le festival permet à tous les franciliens de découvrir le patrimoine naturel et culturel de la région. Alors, pour cette 8e édition, c'est plus de 200 espaces verts qui sont ouverts, fermes urbaines, forêts, maisons d'artistes, parcs et jardins. Vous pourrez aussi profiter de différentes animations culturelles et pédagogiques accessibles à toutes et à tous. Alors, Jeux Olympiques oblige, le thème de cette année est le corps et sur le site île-de-france.fr, vous pouvez retrouver l'agenda du festival ainsi qu'une carte interactive qui vous permettra de trouver vos visites pour la plupart gratuites, et le programme. Et en parlant de programme, ce sont des concerts, des spectacles de danse, de cirque, mais aussi des lectures, des expositions, des animations pédagogiques et des visites guidées qui vous attendent. Alors, bon festival! On retourne en ville pour une visite ludique et interactive en famille, direction le quartier de la Butte aux Cailles à Paris pour initier les enfants au street art, cet art de rue qui a vu le jour dans les années 60 aux États-Unis. Et alors, si le street art s'est longtemps résumé à des graffitis réalisés à la bombe sur les murs de la ville, voire à du vandalisme, il est désormais un art comme les autres. Alors, le street art expliqué aux enfants, c'est une visite guidée d'1h30 durant laquelle un guide vous propose une balade dans les rues du 13e arrondissement de Paris afin de faire découvrir aux enfants les artistes et les techniques des graffeurs entre pochoirs, mosaïques ou encore collage. C'est une visite participative car les enfants devront rechercher des œuvres, apprendre le vocabulaire ou encore laisser part à leur créativité en fin de visite en s'exprimant sur le mobilier parisien à leur tour. La visite est réservée aux enfants à partir de 6 ans. Elle aura lieu demain à 14h30 à la Butte aux Cailles dans le quartier du 13e arrondissement de Paris. Les billets sont à 15 € et vous pouvez réserver votre place sur le site familyinparis.fr. On reste dans la rue, mais à Bonneville, en Haute-Savoie cette fois, pour les Journées des Saltimbanques. Le Festival des Arts de rue revient les 28 et 29 juin avec des spectacles et des animations pour toute la famille. Une dizaine de représentations en plein air seront données dans les places, les parcs, la salle paroissiale, le parvis du château de Bonneville et la place de l'église qui auront des allures de scène ouverte. Au programme, des acrobaties, de l'humour, du cirque et de la musique, avec par exemple le spectacle La Vie, un spectacle acrobatique en famille qui questionne la complicité parents-enfants ou encore Héritage, un show de danse hip-hop qui ramène le public dans le passé. Vous trouverez aussi des ateliers créatifs et des jeux de rue, tout cela dans une ambiance festive où vous pourrez vous restaurer car il y aura des food trucks et des bars sur place. Attention, il paraît que l'on ferme les yeux tant les acrobaties sont impressionnantes, mais je n'en dis pas plus. Les Journées des Saltimbanques sont ouvertes à toute la famille, c'est gratuit et ça commence ce week-end, plus précisément aujourd'hui. Toute la programmation et les horaires sont à retrouver sur le site ocabonneville.fr et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci Louisa. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité, le chanteur et compositeur Tibbs. Bon, si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle consacrée à l'école. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on devrait améliorer au sein de l'école française? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au sein de l'école? Non, déjà, mais je pense que c'est même dans l'éducation, je pense, un peu plus préparé à la vie d'adulte. Au lycée, on m'a jamais parlé comme un adulte. On m'a toujours parlé comme un enfant qui devait apprendre des cours. Et je pense un petit peu plus tu vois, préparé à la vie d'adulte, quoi. Préparé à comment garder son argent, comment parler aux gens, même apprendre un petit peu plus la civilité, comment bien se tenir, comment dire merci, prendre un peu plus de respect, je sais pas, des trucs qui sont hors scolaire, je pense. Il y a pas un espèce de... Mais qui devrait être appris dans la famille, finalement. Ouais, dans la famille, et puis même à l'école, je sais pas, un mec cool qui arrive et qui explique un peu les trucs, les civilités, quoi. L'école de demain, tu la vois comment? Je la vois comme School TV. Je la vois tout un énorme fond vert. Oui. Avec des robots comme ça qui se baladent un petit peu partout. Et non, et l'école de demain, je la vois comment? Je la vois un peu futuriste, hein, j'avoue. Je la vois comme maintenant, je sais pas comment ça se passe, mais il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de... Tu la vois avec encore plus d'écrans?
Ouais, je pense que ça va être... Ouais, il va y avoir des écrans partout, c'est sûr. Des énormes écrans en 360. Tu trouves qu'on donne une place suffisante à la musique à l'école? Non, bien sûr que non. J'ai eu des profs de musique en plus qui étaient pas dingues. J'ai eu un prof de musique. Salut les profs de musique pas dingues. Les profs. Non, en plus, prof de musique, c'est incroyable parce que tu as vraiment une liberté, tu peux faire ce que tu veux quand tu es prof de musique. Moi, j'ai eu un prof de musique incroyable en 3e, quelqu'un qui s'appelle Monsieur Rosé, et je t'embrasse, Monsieur Rosé. C'est un gars qui arrivait avec un camion, un petit camion rempli de percussions. Ah oui, quand même. Et donc, on se mettait tous en rond, et déjà, on discutait. Déjà, on disait comment ça va aujourd'hui, comment ça va dans vos vies, et chacun disait, bah moi, ça va... Et ensuite, on prenait les percus et puis il nous apprenait des trucs de percus. Mais c'était un moment d'échange incroyable. Et ça, moi, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses dans la vie et dans la musique. Mais sinon, après, les cours chiants de solfège, t'as la moitié de la classe, je pense, qui n'écoute pas, c'est sûr. Toi qui as commencé tout seul, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes artistes qui rêvent de percer et de se faire un nom? C'est déjà de bien bosser sa voix, de bien bosser sa guitare, d'étudier un peu ce que je n'ai pas fait, comment gérer son argent. Parce que c'est très important finalement dans la musique, ça. De bien s'entourer. Et si quelqu'un te dit ouais, c'est pas pour toi, faut vraiment l'écouter, c'est pas pour toi la musique. Quoi? C'est vrai. Mais qui est ce quelqu'un? Qui peut dire c'est pas pour toi? S'il y a plusieurs avis, si des gens te disent c'est pas pour toi. Mais c'est qui ces gens-là? Mais tu sais, il y a toujours des gens autour de toi, dans ta famille ou des trucs comme ça. Moi, on me l'a jamais fait, mais je pense qu'on est chacun fait pour quelque chose. Oui, mais qui peut juger de ce qui est fait pour toi ou pas? Mais plein de gens. Plein de gens autour de toi, je sais pas, ta tante ou un oncle. S'il te dit c'est pas pour toi, faut arrêter. Alors moi, je suis pas le mec qui va dire si t'as un rêve, il faut que t'ailles à fond dedans et tout. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs bien à faire. Et si non, voilà, peut-être que j'ai dit une connerie là. Non, c'est ton avis. Non, je pense que vraiment, parce que la musique, finalement, aujourd'hui, c'est très dur. C'est très dur, il y a beaucoup de monde qui peuvent faire de la musique. Moi, maintenant, je conseillerais aux jeunes qui veulent faire de la musique, d'en faire, ça c'est cool. Mais il faut savoir que maintenant, c'est un métier, c'est très dur. Même pour moi, c'est très dur. Même pour tout le monde, c'est super dur parce qu'on n'est plus que musicien maintenant. On doit être sur les réseaux à fond, on doit toujours montrer notre tronche. Alors qu'à la base, la musique, c'est pas ça. La musique, moi, j'étais inspiré par les gens un peu mystérieux et un petit peu... et très musiciens, et très chanteurs, et qui connaissent la musique. Maintenant, la musique, il y a plein de gens qui connaissent pas la musique. Et qui font de la musique. Moi, je conseillerais aux jeunes qui savent faire de la musique de faire de la musique. Mais ceux qui savent pas en faire, il faut pas en faire. Bon, c'était un peu violent. Et c'est comme ça qu'on va se quitter, Tibbs, en plus. Excusez-moi, après, je suis quelqu'un de très gentil, normalement. C'est la fin de l'émission. Voilà. Ouais. Voilà, il fera combien à Grenoble demain? On peut mettre un truc météo, là? Mais on voit pas, nous, on voit un beau départ. Ça, c'est la magie de la télé. J'adore la télé. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Ouais, et moi, je vous toi. retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika, et à lundi. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. L'envie d'écrire a toujours été là. Depuis toute petite, j'étais une très grande lectrice. Donc l'écriture, pour le coup, c'est une envie qui existe depuis toujours. L'envie de faire passer de l'autre côté du miroir, c'est assez intéressant parce que c'était pas vraiment une envie de ma part au départ. J'avais des textes un petit peu volants comme ça dans mes notes d'iPhone qui parlaient pas nécessairement d'Instagram à ce moment-là, mais plutôt de cette figure assez fascinante de Lou, qui est mon personnage principal. Mais j'arrivais pas à savoir par quel angle j'allais attaquer pour avoir une narratrice qui connaît autant de détails sur sa vie. Et j'étais même plutôt réticente à l'idée de parler d'Instagram. Je me suis dit, une influenceuse qui écrit potentiellement un roman sur une autre influenceuse, c'est un coup à se faire snober par tous les libraires. Mais en fait, je me suis rendu compte très naturellement que c'était de ça dont j'avais besoin, ou en tout cas envie de parler. Et c'est venu en écrivant. Donc vous avez d'abord inventé Lou? Oui. Parce que je pense qu'on est dans une société où il y a cette espèce de... C'est la société des idoles, un petit peu. On suit tous des gens qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on connaît pas vraiment.
on a l'impression de faire partie de leur vie, on les admire de loin, on ne sait pas si c'est vraiment eux, à quel point c'est retouché, à quel point c'est fantasmé leur vie, mais on a quand même ces espèces de points d'ancrage dans nos vies, de contrôle. Mais vous l'avez pas vécu comme un double, vous l'avez pas vécu comme un... Non, parce qu'elle vous ressemble pas tellement quand même. Alors elle me ressemble. Enfin, je vous le souhaite. Non, parce qu'elle est assez vaniteuse. Non, elle est, oui, complètement. Elle manque pas de talent d'ailleurs. Non, mais bien sûr, ce qui est assez intéressant avec le personnage de Lou, c'est qu'elle est assez déconnectée en fait. C'est une personne qui est tellement désinvolte, qui est tellement nonchalante, qui se rend pas forcément compte de la chance qu'elle a et du piège qu'elle s'est elle-même créé en fait. C'est un petit peu ça, c'est un personnage qui a vraiment aussi une dualité. C'est pas un personnage aussi lisse qu'il n'y paraît. Évidemment, je pense que tout écrivain, tout auteur met un petit peu de lui-même dans tous ses personnages, c'est normal, il y a un petit peu de moi dans tous les personnages de ce livre, et Lou y compris, mais pas cette partie-là, pas cette partie très, déconnectée. Les troubles 10 touchent 7 millions de personnes en France et entre 4 et 6% des enfants scolarisés, donc c'est énorme. Reconnaître ces difficultés, ça peut être délicat car elles sont confondues généralement avec des défis normaux qu'on peut rencontrer quand on est jeune au moment de l'apprentissage. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de troubles 10 ? Est-ce que vous voulez bien nous éclairer ? Avec plaisir. Les troubles 10, c'est une grande famille. On connaît souvent la dyslexie, qui est le plus connu, qui est un trouble neurologique qui altère durablement l'apprentissage de la lecture. Donc c'est un effort supplémentaire pour pouvoir comprendre et lire de la même vitesse que les autres. Tout à fait. Alors pour gagner du temps dans cette prise en charge, c'est important, vos confrères par exemple de chez Poppins, qu'on a reçu récemment, ont créé un outil permettant d'avoir un premier diagnostic en ligne, le temps d'obtenir par exemple un rendez-vous auprès d'un professionnel. Et vous avez donc créé Glaster, un logiciel qui, grâce à l'intelligence artificielle notamment, permet aux personnes atteintes de dyslexie de mieux aborder la lecture. Comment ça marche, Antoine ? Très simplement, l'objectif c'est de ne pas venir rajouter des devoirs à ces enfants qui en ont déjà beaucoup, mais transformer les devoirs existants. Donc comment est-ce que ça marche ? Très simplement, on prend en photo le texte des devoirs, la poésie à apprendre, une page de livre, ou on envoie la version numérique si on l'a, et nous on va venir en quelques minutes détecter les besoins de chaque enfant et y adapter une correction graphique particulière. Qu'est-ce qu'on entend par une correction graphique ? C'est on va venir extraire le texte et changer la police, l'espacement entre les lignes, entre les mots, voire même quelques couleurs sur les phonèmes ou les graphèmes qui peuvent poser problème. Quand j'étais petite, je lisais un peu trop pour le budget de mes parents qui devaient partir avec une valise vide en vacances qui revenait pleine de livres. Et un été, ma tante a une maison dans la Drôme et je lisais trop vite. Donc mes parents se sont dit, bon bah tu sais quoi, on va lui filer Pagnol là, elle va un petit peu moins les descendre. Et en fait, ça a été se dévore. Un choc, parce que c'était la première fois que je lisais de la vraie littérature, entre guillemets, et je me suis rendu compte de la magie des mots, que ça allait tellement loin par rapport aux livres d'enfants que je lisais avant, aux livres d'ados. Là, il y avait vraiment quelque chose d'au-delà, vraiment quelque chose de très puissant qui m'a fascinée, et je me suis dit, wow, alors ça c'est quand même c'est un monde qui s'est ouvert pour moi. Amour de la littérature qui vous conduit à choisir de faire des études en classe préparatoire littéraire. J'imagine que le projet en entrant en prépa, c'est pas forcément d'aller sur Insta. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais en fait, ça n'a jamais été un projet. Je pense que le seul projet que j'ai eu dans ma vie depuis toujours, ça a été de raconter des histoires. Moi, j'adore raconter des histoires et j'adore en écrire et j'adore en écouter. Et que ce soit en images, que ce soit en mots, que ce soit en musique, je suis vraiment fascinée par les histoires. Je pense que ça a toujours été mon seul projet. C'est juste que quand j'étais petite et que quand j'ai dit à mes parents que je voulais un jour raconter des histoires, bon, c'est pas forcément... Passe ton bac d'abord, on en par ensuite et on en reparle. Pour parler de musique, justement, monsieur le maire, ça nous permet d'arriver sur sur le deuxième pilier, effectivement, de votre projet éducatif. Il s'agit bien sûr de la culture. Musique, CHAM, classe à horaire aménagé musique. Vous l'avez mis en place, vous allez le mettre en place. Pourquoi vous souhaitez miser sur ce dispositif ? Alors, on est en train de le mettre en place. C'est pour 2025, c'est ça ? C'est pour la rentrée 2025. D'accord. Il se met en place en partenariat avec l'Éducation nationale. C'était important, et d'ailleurs c'était un incontournable, puisque ça se passe à la fois en lien entre les temps scolaires et les temps périscolaires. On le met en place, il a été discuté avec les parents. L'idée de départ qu'on avait, c'est de dire, de plus en plus, on sent que quand même l'école publique perd en attractivité, alors qu'on a des enseignants hyper mobilisés sur le terrain. Il faut qu'on arrive à proposer des trucs un peu différents de ce qui se passe ailleurs. Et moi, j'avais l'expérience de quelques années à l'Éducation nationale, où j'avais travaillé avec les classes à horaires aménagés musique, danse et sport. Et je trouvais que ces classes-là avaient quelque chose d'assez formidable pour les gamins. Ça leur permettait de suivre leur temps scolaire, mais aussi d'avoir
d'autres activités un peu plus légères. Est-ce que vous considérez que l'accès inégal à cette prise en charge et peut-être à des solutions numériques comme la vôtre qui viennent les aider, justement, ces enfants et ensuite ces adultes, c'est une atteinte au principe d'égalité des chances, un des fondements de notre contrat social? L'objectif, c'est justement de pouvoir réduire aussi cette rupture. Oui. C'est souvent une histoire que je raconte, mais je pense qu'on est en train de faire des beaux pas dans cette direction. Il y a encore 40 ans, la dyslexie, on disait qu'on n'était pas dyslexique, juste fainéant. Moi, à mon époque, on m'a dit, très bien, t'es dyslexique, il va falloir travailler plus. Et là, l'objectif qu'on est en train d'essayer de se fixer justement avec Glaster, c'est de dire, très bien, t'es dyslexique, et on va adapter les cours, on va adapter l'école à ton besoin. On va travailler différemment, effectivement, et c'est ce que vous proposez avec Glaster. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le maire, que l'école joue encore son rôle de lisseur, si je puis dire, d'inégalité, ou est-ce que la ville doit mettre au pot, doit imaginer des dispositifs justement pour que tous nos enfants partent sur la même ligne de départ, on va dire? Dire que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui est à la hauteur de l'ambition de la promesse républicaine, justement, d'ascenseur social, je crois que ce serait mentir. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour retrouver une école digne de ce nom. Moi, je le vois rien que par le nombre de dérogations qui me sont demandées, de personnes qui scolarisent leurs enfants dans le secteur privé. Et chaque fois, j'ai rien contre le secteur privé, je trouve qu'ils font un travail formidable. J'étais encore avec eux ce week-end-là. Mais je crois que l'école républicaine est tout à fait capable de faire aussi bien si elle prend le temps de se réinterroger autrement que par tout ce qu'on a fait là au cours de ces 17 dernières années. C'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quelques mots très rapides puisque ce dernier JT a une petite coloration particulière pour moi. Dernier JT me concernant puisqu'à la rentrée, je pars vers d'autres aventures. Je reviendrai de manière beaucoup plus ponctuelle. En quelques mots, je tiens à remercier évidemment toutes les équipes de You Know Why, la direction Jean-Yves Hubert et puis les équipes de Non-Stop, Hugues en tête, Déborah Benjamin et toutes les équipes de rédaction et technique pour ces 2 belles années en votre compagnie. Merci également à vous. Lundi, ça n'est pas fini. Retour de Virginie pour la dernière semaine du Grand JT de l'éducation. Longue vie à nos thématiques de l'éducation en espérant que l'école reste le sanctuaire qu'elle doit être. Aujourd'hui, à la réalisation, Ulysse Touré, au son, Héloïse Merlin, au maquillage, Eva Troller, Laura Girard et Emma Ferré, les inséparables à la rédaction. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt ici. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.